En ligne avec nous, Mohamed Sifaoui, bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste justement de ces réseaux djihadistes. On a vu à l'instant la déclaration des 3 Américains qui ont affronté ce suspect. Pour eux, il n'y a aucun doute, il avait une motivation terroriste. Lui prétend le contraire. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, il se met sur cette ligne de défense ? Je pense que le sujet l'a très bien montré. Ce n'est pas la première fois qu'un djihadiste ou qu'un aspirant terroriste utilise cette ligne de défense. Avant lui, il y a eu récemment Yassine Sali, l'égorgeur de M. Hervé Cornara en Isère, qui tente et c'est une ligne de défense aussi, de réduire l'acte terroriste en un conflit entre employeurs et employés. Le tueur d'Aurélie Châtelain, Sid Ahmed Eglam, est également sur la même ligne de défense. Donc, si vous voulez, ce n'est pas nouveau. Alors, ce n'est pas nouveau, c'est une attitude qui est enseignée, je dirais, dans une littérature qui est abondamment diffusée sur les réseaux Internet, qui sont consultés par ces aspirants djihadistes. Il y a notamment un document qui est intitulé Encyclopédie globale de sécurité et qui fait office de référence dans les milieux djihadistes. Et ce document de plusieurs centaines de pages enseigne entre autres à ces aspirants djihadistes de ne pas avouer, de ne pas, en fait, il leur dicte un comportement adopté devant des enquêteurs, devant des magistrats instructeurs, devant des juges lors d'un procès. Et ce qu'il leur est en tout cas enseigné, ce qu'il leur est conseillé, c'est de ne pas reconnaître le fait terroriste pour essayer d'alléger la peine, si je veux dire, et ne pas assumer finalement cette caractéristique terroriste qui est à juste titre une circonstance aggravante et donc qui est susceptible d'alourdir la peine. Donc c'est une ligne de défense, encore une fois, qui n'est pas nouvelle dans les réseaux djihadistes. Mohamed Sifaoui, on voit bien qu'il était une nouvelle fois, il est question d'un aspirant djihadiste, comme vous dites, qui était suivi de près ou de loin, ça c'est quand même la question, par les services de renseignement. Ça veut dire qu'on a toujours finalement le même profil, des suspects potentiels, mais qu'on n'arrive pas finalement à localiser, à suivre jusqu'à leur passage à l'acte. Alors, dans le monde du terrorisme islamiste, il n'y a pas un profil type. Il y a des situations similaires, certes, mais il n'y a pas un profil type. Sinon, ça serait trop facile pour tout le monde. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a un volume très important, trop important, pour des services de renseignement qui sont en moyens et en nombre limité. C'est une question, je dirais, arithmétique pour simplifier la compréhension des téléspectateurs. On a juste un nombre important, probablement plusieurs centaines d'aspirants terroristes, plusieurs milliers à surveiller. Donc ces milliers à surveiller nécessitent des dizaines de milliers de personnes à mobiliser dans les services de sécurité, et ces dizaines de milliers de personnes engendrent aussi un coût, engendrent une formation, engendrent une connaissance. On ne s'improvise pas spécialiste de ces réseaux, y compris dans les milieux policiers. Et je dirais la situation irako-syrienne a été un révélateur important de tous ces gens qui ont basculé. On le voit, pratiquement tous basculent à partir de 2010, 2011, 2012. Tous ces nouveaux profils, tous ces derniers, je dirais ces jeunes, qui sont séduits par le djihadisme, sont des gens qui basculent philosophiquement et qui basculent dans l'action armée à partir de l'explosion dans le théâtre irako-syrien. Merci Mohamed Sifaoui. Je rappelle donc que vous êtes journaliste spécialisé dans ces réseaux djihadistes.